Et pour cela, je vous invite à vous prosterner avec moi. Nous allons prier. Largement. Oui, Seigneur, alors que nous allons poursuivre cette étude, nous te demandons de nous assister. Merci déjà pour tous les moments que nous avons eus, les moments de partage que nous avons eus, les instructions que nous avons reçues les uns des autres. Et nous te prions afin que nous continuions à être instruits par toi pendant cette deuxième heure. Seigneur, nous comprenons, comme nous avons eu l'occasion de le dire, que nous vivons des temps particuliers et tu nous invites vraiment à nous concentrer sur la façon dont tu nous révèles la vérité, la façon dont tu nous révèles les événements prophétiques du temps de la fin. Alors, Seigneur, oui, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour être instruits. C'est en Jésus que je t'ai prié. Amen. Alors, à la fin de la première partie, nous nous sommes arrêtés sur la, con- la constitution du gouvernement américain, les trois branches du gouvernement américain. Nous sommes arrivés. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler pourquoi est-ce que nous avons fait cette révision? Est-ce que Isaline, tu t'en souviens? Pourquoi est-ce que nous sommes repartis, nous avons évoqué cela? Pourquoi nous sommes partis? Joël, tu te rappelles? Oh, 2014. non, c'est pas bon. Ah, il y a quelqu'un? Allô, on m'entend? Oui, On est parti du dé- du- de la déclaration par rapport au bonheur. oui, Et donc, du coup, que tous avaient de cette déclaration qui dit que tous a droit au bonheur. Tu as donné la, la, sur une échelle non, le pays qui était catégorisé comme étant celui où les habitants sont, les sont habitants sont plus heureux. heureux. Et tu disais que les États-Unis étaient à la 60e position de Mm, cette échelle. mm. Donc, du coup, on est parti de la déclaration d'Ellen White ou de Tess, je ne m'appelle plus. Les deux, on a évoqué les deux. Voilà, et on a parlé aussi d'Apocalypse 13, Mm. qui dit la bête à deux cornes, qui a l'apparence d'un agneau, les deux cornes d'un agneau, et qui parle comme un dragon. Et donc, à partir de ces paroles, il dit le contraire de ce qu'il prône. Ouais, Je voulais rajouter aussi un lien. On a fait Alors, effectivement, on a parlé du classement des pays par rapport à leur niveau de bonheur et on a vu que c'était lié qu'il y avait l'aspect d'égalité justement dans cet aspect du bonheur, d'où la Finlande qui est très ouverte, avec ses lois en termes d'égalité. Et c'est pour ça ce que je dis, c'est pour faire le lien avec le fait qu'on soit allé dans la Constitution des États-Unis, la Déclaration de l'indépendance, Mhm.
et notamment cet article de la Constitution qui parle du bonheur et de La l'égalité. déclaration d'indépendance, oui. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on parle du gouvernement américain? Francis, ouais. Un élément supplémentaire, je me rappelle, c'est le fait que la politisation des deux, notamment de deux de ces organes, devenait un petit peu problématique par rapport à cette notion de bonheur, quoi, quelque part. Mhm. Voilà. En fait, nous sommes. Johanna, tu voulais dire quelque chose? Non. En fait, nous sommes partis nous avons fait cette révision parce que, à partir des citations de Madame White et de Tess, nous comprenons qu'à un moment donné, cette bête à deux cornes, qui est comme un agneau, va parler comme un dragon. Et cet événement-là, nous le plaçons à la loi du dimanche. Et pour comprendre ce qu'est la loi du dimanche, parce que cette loi du dimanche correspond à Daniel 11, 41, l'ancienne Thèse nous invite à repartir en 2014. Et à partir de ces citations aussi, les deux citations, comme je disais, de Madame White et l'ancienne Thèse, ces deux femmes nous invitent à regarder à la branche législative et à la branche judiciaire. Et l'ancienne Thèse rajoute le fait que nous devons aussi regarder à la branche exécutive. Et je vous ai montré la carte que nous avons dans le mouvement établi suite aux propos de l'ancienne Thèse qui montre que en 2014, il s'est produit de nombreux événements et ce dont je veux vous parler, c'est ce qui s'est passé au niveau de la branche judiciaire en 2014. En fait, il y a quelque chose qui se passe en 2014 qui va déclencher d'autres événements, d'autres changements au niveau de cette branche judiciaire. Et donc, est-ce que Abby, tu peux nous rappeler en quoi, quel est le rôle de cette branche judiciaire? Juste pour qu'on puisse poursuivre, alors. Alors, on avait dit qu'il y avait 9 juges au niveau de la Cour suprême et eux, leur but était de juger de la constitutionnalité d'une loi et aussi de l'interprétation qu'ils en faisaient. Ok, super, merci. Donc, en 2014, qui est président aux États-Unis? Mettez-vous d'accord. Hein? Obama. C'est Obama. D'accord. C'est Obama. Et c'est Obama qui est président. Et nous sommes dans quel cadre? Le mi-mandat. Sur Zoom, tu as dit quoi? Mi-mandat. Voilà. Donc, nous sommes dans des élections de mi-mandat. Donc, le président, c'est Obama. Et Obama, il appartient à quel parti? Démocrate. Il est démocrate. Les démocrates ont quelle tendance politique? Plutôt, ce sont des progressistes. D'accord? Je mets progressiste, plutôt. OK? D'accord. Et Gérard nous a rappelé qu'en 2014, donc 2014, nous sommes à des élections de mi-mandat. Alors, par rapport à la révision que nous avons faite tout à l'heure, en quoi consistent ces élections de mi-mandat par rapport aux différentes chambres? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit se passer? Micro. Je crois qu'il y a un tiers des congressmen qui doivent être renouvelés.
Congressman, les c'est membres de la les membres Chambre. de la Chambre haute, des chambres des représentants. La Chambre haute, c'est le Sénat. La chambre... Non, non, justement, c'est pas le Sénat. Donc, on dit, il y a des changements au niveau de la Chambre, mais aussi au niveau du Sénat. Donc, en fait, les élections de mi-mandat vont concerner le Congrès. Et il se trouve qu'en 2014, ce sont les républicains qui remportent ces élections-là. Et ils remportent ces élections-là depuis 2006, alors que depuis 2006, ils n'étaient pas majoritaires. Et plus précisément, ils obtiennent 54 chambres au Sénat, 54 sièges au Sénat, qui en possèdent combien? 100. Voilà, donc plus de la moitié, tout à fait. Et au niveau de la Chambre, ils se retrouvent à combien de sièges? Ils se retrouvent à 247 sièges. D'accord? Alors que c'était combien? 435. Attendez, j'ai mal fait. Donc c'est 435. Et là, ils sont à 247. 247 sièges. OK? Donc, ce qui fait que maintenant, le Congrès devient majoritaire en ce qui concerne les républicains. Et le chef de file des sénateurs au niveau du Sénat, c'est un monsieur qui s'appelle Mitch McConnell. D'accord? C'est un sénateur du Kentucky. Et c'est un homme, il a été placé, il est nommé, mais il va représenter l'opposition directe à Barack Obama pendant les 2 années qui restent à Barack Obama à faire en tant que président. D'accord? Parce que le mandat de Barack Obama se termine en 2016. Donc il lui reste 2 ans à faire. Et je vais vous dire, à votre avis, pourquoi est-ce que les républicains ils tiennent absolument à ce que Barack Obama soit bloqué? Je crois que dans cette histoire, il fallait nommer des juges à la Cour suprême. Alors, il fallait nommer, mais bien avant cela, Mitch McConnell, il dit, quand il est nommé chef de file des républicains au Sénat, il dit « Il est temps de changer de direction, il est temps de remettre le pays sur la bonne voie. » Vous vous rendez compte? Parce que pour lui, pour les républicains, le pays est en train de partir dans une mauvaise direction. Make America Great Again. Et pourquoi est-ce qu'il parle ainsi de Barack Obama? C'est parce que pour eux, Barack Obama, en fait, il est en train de détruire le système capitaliste. Pour eux, c'est ce que Obama est en train de faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, en gros, Barack Obama voudrait que les Américains se retrouvent comme les Européens. Et le fait d'entendre ça devrait faire écho pour vous, parce que qu'est-ce que J.D. Vance a dit? L'Europe n'était plus une démocratie. C'est-à-dire qu'il est en train d'attaquer l'Europe. Et eux, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Ils disent que pour eux, Barack Obama veut rendre les États-Unis comme les Européens. Parce que c'est un peuple, les Européens, qui aiment les taxes, qui aiment les croissances faibles et qui aiment la réglementation omniprésente. Alors que les républicains, ils sont à l'inverse de tout cela. Ils ne veulent pas une réglementation omniprésente. Ils ne veulent pas de taxes. Et pour eux, la politique d'Obama met en place ce système. Est-ce que vous voyez? D'accord?
ils disent aussi que et la façon pour eux de lutter, entre autres, contre la politique d'Obama, c'est de lutter contre l'Obamacare. Parce que dans l'Obamacare, ils voient que Obama, il veut nationaliser l'assurance maladie. Or, pour eux, ils sont totalement contre. Donc, c'est un des éléments qui fait qu'il dit maintenant, en 2014, il a été nommé suite à l'élection des Républicains en 2014, et McConnell, il dit, il est temps de changer de direction. Il veut un changement de direction. Les Républicains sont dirigés par cet homme-là. Ils sont contre Obama aussi parce que ils s'attendaient que la politique de relance du président Obama fasse couler le dollar. Or, cela ne s'est pas du tout produit. Donc, même au niveau de la façon de gérer les finances, ils sont contre la façon d'agir d'Obama. Et comme ils ont été déçus par les résultats que sa politique a donné, hein, et donc, ils veulent absolument que cet homme ne soit... Ils font obstruction à son gouvernement, d'accord? Et à la politique qu'il veut mettre en place. Il faut que je vous dise que lorsque McConnell a été élu chef de file des Républicains, il a été pour le fait d'autoriser la construction d'un oléoduc entre le Canada et le golfe du Mexique. Il a aussi dopé la production de gaz naturel. Je vous donne toutes ces informations pour que ça fasse écho pour vous par rapport à ce que vous entendez actuellement. Juste pour que vous puissiez voir comment les choses étaient déjà là. D'accord? Bon. Ce que je disais, c'est que quand je vous ai dit que Mitch McConnell, il est chef de file des Républicains au Sénat, mais il a des opinions politiques, cet homme. C'est un conservateur, bien sûr. Et lui, en termes d'idées, il nous a dit qu'il voulait autoriser, il était pour le fait de construire un oléoduc entre le Canada et le golfe du Mexique. Il voulait doper la production de gaz naturel et il voulait aider les petites entreprises et réduire les réglementations. Mais quand vous entendez Obama signer et parler, et vous le voyez, Trump parler et signer ses décrets, il va dans cette direction-là. C'est le même état d'esprit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous donne cette information-là pour que vous puissiez faire le lien entre ce qui va arriver, alors que nous sommes au tout début. OK? Il faut savoir que pendant les deux années de son mandat, là, vers la fin de son mandat, Obama n'a pu nommer que 29% de juges démocrates. Pourquoi? Parce que Mitch McConnell et les membres du Sénat qui doivent valider les nominations du président, ils ont fait quoi? Ils ont fait obstruction. Et en 2016, il y a un membre, un des 9 juges de la Cour suprême qui décède. Il s'appelle Antonin Scalia. D'accord? Cet homme, on l'appelait le gardien de la Constitution. Il était ultra conservateur. Et normalement, qui c'est qui devait nommer quelqu'un d'autre qu'à sa place? Obama. Pourquoi? Parce que c'est lui le président. À votre avis, est-ce que ça va être facile pour lui? Il n'a plus la majorité au niveau des deux chambres. Et donc, Mitch McConnell, les républicains vont tout faire
pour bloquer la nomination de la personne qu'Obama veut mettre en place. Et Obama, lui, il veut mettre en place un juge qui s'appelle Merrick Garland, qui est reconnu pour ses positions très progressistes, hein, et modérées. Et McConnell fait obstruction en disant ceci. Il dit « Le peuple américain doit avoir son mot à dire dans la sélection de leur prochaine Cour suprême. » Et il rajoute « Cette vacance, donc le fait que Scalia soit décédé, donc le poste est vacant, cette vacance ne doit pas être remplie avant que nous ayons un nouveau président. » Quand il dit ça, Florani, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qu'il veut dire en réalité? Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu veux reprendre un peu la question? En pour fait, que je puisse, je vais juste citer oui. le chef de file des Républicains au Sénat. Il dit, cette vacance, le fait qu'il y ait un poste vacant au niveau de la Cour suprême, cette vacance ne doit pas être remplie avant que nous ayons un nouveau président. Quand il dit ça, qu'est-ce que cela signifie? Joël va t'aider. Joël. Pour moi, à mon avis, il prépare le terrain pour l'arrivée de Trump. Il est en train de préparer le terrain pour l'arrivée de Trump. C'est-à-dire qu'il est en train de dire on ne va nommer personne. Tant qu'un nouveau président républicain ne soit nommé. Parce que pour eux, c'est un républicain qui doit prendre la place. Et le républicain qui a effectivement pris la place, c'est Donald Trump. D'accord? Ça va, Florani? D'accord. Puis, Oui, Gérard. et on a vu la semaine dernière avec Thierry que Stéphane Miller, Bannon et Session, tout ça, c'est toute une équipe qui faisait en sorte que ça puisse se mettre en route. La nomination du juge, d'un juge conservateur. Il me semblait que pour Trump, pour nommer les juges à la Cour suprême, il s'est basé sur les rapports de la Federalist Society. C'est ce qu'on va voir là. Voilà, donc c'est vraiment ces juges, les juges qu'on lui a soumis, qu'il a présenté. Qu'il a nommé. Alors, Mitch McConnell a travaillé avec un homme dont on n'a pas souvent entendu parler. Cet homme, c'est Léonard Léo. Léonard Léo. Et il a été vice-président d'un organisme qu'on appelle la Federalist Society. Et on va voir un peu, c'est quoi en fait cette organisation. Vous trouvez les informations sur Internet, hein, j'ai rien inventé. Hein. En fait, la Société fédéraliste, c'est une organisation conservatrice et libertarienne. Donc, c'est une conservatrice et libertarienne. OK? Et qu'est-ce qu'elle fait, cette organisation? Elle fait la promotion
d'une interprétation originaliste de la Constitution. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler en quoi consiste le fait d'avoir une vision, une lecture originaliste de la Constitution? Gaël, tu te rappelles? Isaline? À peu près. Hein. Une lecture originaliste de la Constitution. Oui, c'est quoi Elisa se rappelle. C'est par exemple, c'est-à-dire que quand tu vas interpréter un élément de la Constitution, tu vas dire qu'est-ce qu'il voulait dire par ça à l'époque. Oui, les fondateurs. C'est ça. Voilà. Voilà. Il faut revenir à qu'est-ce qu'ils auraient pu penser à leur époque, comment est-ce que ça se serait appliqué. Ils n'ont pas une lecture dispensationnelle de la Constitution. Pour eux, pour comprendre la Constitution, il faut retourner à l'état d'esprit de ceux qui ont écrit la Constitution. D'accord? Cette organisation, il faut savoir que cette organisation est très puissante. Elle est constituée de près de 70 000 membres, mais peu importe le nombre de membres, c'est surtout l'influence considérable qu'elle a au niveau des institutions. Au niveau des institutions qui prennent des décisions et au niveau de la juridiction américaine. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quels sont ces idéaux? Alors, ces idéaux, c'est quoi? C'est la liberté individuelle. Elle fait la promotion de la liberté individuelle. Elle ne fait pas la promotion de l'intérêt général. Ce n'est pas l'intérêt général qui va compter, c'est d'abord la liberté individuelle. Elle va aussi faire la promotion du fait que les juges doivent s'abstenir de faire de l'activisme. C'est-à-dire que les juges doivent s'abstenir de promouvoir leurs opinions. D'accord? Voilà, ils doivent juste appliquer le texte. Et ils veulent absolument un gouvernement modéré. Pas un gouvernement qui va chercher à défendre l'intérêt général. C'est pour ça qu'ils font la promotion de la liberté individuelle. Parce que si on a un gouvernement qui favorise l'intérêt général, ça veut dire que c'est un grand gouvernement qui doit contrôler. Eux, ils vont faire la promotion de petits gouvernements. On est d'accord? On va dire gouvernement modéré. Et ils ont tendance, du coup, à faire la promotion de juges conservateurs. Ils ne vont pas favoriser d'autres types de juges. Ils vont favoriser des juges conservateurs pour faire la promotion de tout ce qui est lutte contre l'avortement et contre toute évolution sociétale. La société fédéraliste, organisme conservateur et libertarien, cette organisation, elle travaille avec de nombreux avocats et elle travaille aussi au niveau des, des étudiants, au niveau des universités. Et ce qui est extraordinaire avec cet organisme, c'est qu'elle travaille de façon subtile. Elle a été connue réellement du grand public qu'en 2016, alors qu'elle existe depuis même à l'époque de Bush. Mais on n'en entendait pas parler. C'est depuis 2016 que
elle est plus, on la voit plus, on en parle plus, parce que Obama est devenu président et que les républicains, ils ont voulu changer de politique. Et comme ils ont voulu changer de politique, ils ont trouvé un moyen de travailler au niveau des écoles d'avocats, au niveau des différentes institutions pour modifier cette politique nationale. Quand vous lisez certains articles, je vais prendre la citation 9. La citation 9 nous dit, c'est le Washington Post qui évoque cet aspect-là. Le Washington Post Magazine a écrit que la société fédéraliste fournit le climat durable pour lequel les tempêtes de droite vont et viennent, et que la plupart de l'influence de la société fédéraliste ne vient pas de ses victoires très publiques à Washington, mais de sa capacité en coulisses, sur le terrain, à faire évoluer la loi au niveau des idées, voire au niveau culturel. Ça vous parle? Donc, vraiment, on voit que les idéaux de cette société se propagent et c'est Léonard Léo, en tant que vice-président ou ex-vice-président de cette société, qui a œuvré pour favoriser la nomination de juges conservateurs à la Cour suprême. Donc, le juge qui a été nommé pour remplacer le juge Scalia, il s'appelle comment? Je ne sais pas si vous vous rappelez son nom. Il s'appelle Neil Gorsuch, j'arrive pas toujours à dire son nom. C'est lui, en fait, qui a été nommé par Donald Trump. Il a été offert comme étant un cadeau, en fait, parce que les juges de la Cour suprême ont bien compris qu'il y avait un problème de moralité au niveau de Donald Trump et qu'il y avait un problème au niveau de son élection dans le fait qu'il y ait eu intervention de la Russie, mais ils ont décidé délibérément de fermer les yeux parce qu'en échange, ils voulaient avoir un autre juge conservateur à la Cour suprême. Parce que celui qui est décédé, le juge Scalia, c'était un juge conservateur et il n'était pas question qu'il soit remplacé par un progressiste. C'est comme ça que la société fédéraliste a insufflé le nom de Neil Gorsuch. OK? Et Léonard Léo, donc le vice-président de cet organisme, il dit « Ce que le président Trump a fait en matière de sélection et de nomination des juges est probablement au cœur même de son héritage et pourrait bien être ses plus grandes réalisations jusqu'à présent. » Donc, voilà. C'est bon pour vous? Juste pour vous dire aussi que Neil Gorsuch, je ne sais pas comment vous le prononcez, il incarne vraiment des termes, des thèmes qui sont très, 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 très importants pour la droite conservatrice. C'est quelqu'un qui est très attaché à la famille, à la religion, et il veut vraiment avoir, comme on a dit, une interprétation littérale de la Constitution, donc c'est aussi un originaliste, d'accord? L'autre juge qui a été nommé à la Cour suprême par Donald Trump, c'est Brett Kavanaugh, et lui, il est là aussi en tant que juge conservateur. D'accord? Mais c'est sous l'influence de Léonard Léo qu'il a aussi été nommé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
la société fédéraliste, sous l'impulsion de Léonard Léo, a influencé Donald Trump pour l'élection de ses juges. Et la juge dont vous avez certainement entendu le plus parler, c'est Amy Coney Barrett. D'accord? Elle a été nommée pour remplacer quel juge? Voilà, Ruth Bader Ginsburg, qui, elle, était féministe, progressiste, hein, qui défendait vraiment les droits. Est-ce que vous vous rappelez le contexte de la nomination de la juge Amy Coney Barrett? Oui? Alors, si vous vous rappelez, dites-moi. Gaël, tu l'as dit? C'est-à-dire l'argument que Connell avait introduit pour empêcher Barack Obama d'élire le juge progressiste, Ouais. il a balayé cet argument en nommant Amy Barrett. En favorisant la nomination Voilà. par Trump de... C'est clair pour vous ou pas? C'est-à-dire on Guylaine. était dans le même cas de figure. Comment il s'appelle Ruth Bader Ginsburg, elle était sur le point de décéder, elle était décédée, et il fallait nommer quelqu'un. Mais comme il y avait les élections qui allaient arriver très vite, On est en 2020. ouais, donc il y a les élections, Trump est à la fin de son mandat, donc il n'était pas sûr d'être réélu, donc ils n'ont pas attendu que les élections puissent avoir lieu pour pouvoir nommer le juge. Donc ce qu'il avait annoncé, déclaré à Obama en 2014, il ne peut pas nommer un nouveau juge puisque des élections allaient arriver très rapidement et les personnes, les Américains devaient élire, avoir droit, un mot à dire. Il a quasiment fait machine arrière et ils ont nommé ce juge pour être sûr d'avoir une majorité de juges conservateurs. En gros, c'était bien comme c'était pour prouver que il voulait montrer ça comme étant un principe. Enfin, non, on peut pas faire ça, mais c'était comme ça les arranger en fait. Oui, en gros. c'est juste comme ça les arranger. Oui, parce qu'en 2016, il n'y avait pas de raison que Obama ne puisse pas nommer le juge Garland. Bon, attends, vas-y. Je disais juste qu'ils ont la majorité dans les chambres, donc ils font ce qu'ils veulent au final. C'est ça. Donc si Trump nomme quelqu'un, ils peuvent aller dans son sens et c'est ce qui s'est passé. Alors, on va avancer. Voilà. Il faut aussi savoir que, au-delà du fait que la société fédéraliste influence la nomination des juges, alors on a parlé des 3 juges de la Cour suprême, puisqu'on s'arrête sur la branche judiciaire, mais ils interviennent aussi au niveau de la nomination des juges, au niveau des différents États. D'accord? En fait, ils sont en train de placer leur monde. Ils placent entre guillemets, leurs pions à tous les niveaux, en fait. Parce que leur objectif, c'est de changer l'idéologie du pays. Et ça, ils le réussissent. Ils le réussissent vraiment parce que, donc, on a dit au niveau des facultés de droit, il y a les facultés de droit, mais il y a aussi dans la façon de récolter des fonds. Parce que vous savez, pour qu'un juge soit nommé, il faut qu'il fasse campagne. Et pour faire campagne, il faut avoir de l'argent. Et la société fédéraliste réussit à récolter des fonds. Et il récolte des millions de dollars auprès de différents organismes et de sociétés dirigées par des milliardaires pour pouvoir placer et influencer les votes. Donc, ils jouent vraiment un rôle très important au niveau de la politique américaine.
On ne l'entend pas tant que ça, mais ils sont là. Et il y a un élément important que j'ai découvert en préparant ce sujet, c'est qu'il y a un réseau qui s'appelle le réseau Teneo. Le réseau Teneo, c'est un réseau qui intervient au niveau des sociétés, des entreprises, et c'est un réseau de consultants, de conseils au niveau des entreprises. Et il se trouve que la société fédéraliste est derrière cette société, cet organisme-là, Teneo. Ça veut dire que que la société fédéraliste influence par le biais de Teneo les entreprises. L'état d'esprit est partout. Et fait non négligeable, Teneo fait partie du conseil consultatif de quoi? De Heritage Foundation. Attends, j'ai une question. Vas-y. Peut-être que la réponse est évidente, mais, Non, non. mais ma question c'est comment ils font pour réussir à influencer les gens dans leur sens? Pourquoi ce ne serait pas dans l'autre sens? Quand tu dis dans l'autre Bah, sens, dans c'est-à-dire le sens conservateur, la droite et tout, pourquoi la majorité des gens ne seraient pas influencés dans le sens démocrate, ouverture d'esprit? Pourquoi Attends, pourquoi quand on enseigne dans les facultés de droit, ce ne serait pas pour comment dire, montrer que ce système n'est pas bon? Pourquoi en gros, pourquoi ils ne montrent pas justement que ce système n'est pas bon? Pourquoi ils ne montrent pas quel est le bon système, en tout cas ce à quoi nous on croit? Pourquoi il faut que ça soit dans l'autre sens? Ok. Attends, non, mais non, prenez le micro. Alors, il y avait Joël. Est-ce que tu peux reprendre ma question parce que j'ai l'impression de ne pas l'avoir En fait, je bien comprends exprimée. que ce que tu poses comme question, c'est que comment la société fédéraliste réussit à insuffler ses idéaux à des avocats. Pourquoi les avocats n'iraient pas plus dans le sens d'une société progressiste pour défendre les droits des humains, en fait, en gros. C'est ça? Pourquoi ils iraient plus dans le sens des conservateurs? Et pourquoi même aussi dans l'enseignement? Pourquoi c'est pas ce Oui. qu'on inculquerait aux gens du coup? Donc, il y a Joël et ensuite il y a Guylaine. En fait, moi, je pense qu'ils ont déjà ils ont un très gros budget qui est au-delà des 20 millions et quelques ou 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars, et ils mettent beaucoup d'argent un peu partout. Donc quand ils se mettent à financer les facultés, etc., tu ne peux qu'aller que dans leur sens, en fait. C'est leur idéaux qui prévaut. Oui, c'est vrai, mais en fait, je me dis que quand même la jeunesse, même si c'est les idéaux qui prévaut, mais quand même la jeunesse, elle va toujours dans le sens, souvent la jeunesse va vers le sens du contraire, en fait. C'est vrai que l'argent qui est déversé, je peux comprendre que c'est très important, ok. Mais tout de même, on peut avoir notre libre arbitre, on peut se dire non, c'est pas possible, ça va pas du tout dans mon sens. Et les jeunes, en général, bon, bah, c'est eux qui essayent de faire rempart contre tout cela, en général, dans les sociétés. Alors, on va dire Dina, et après Dina, Abi. Non, Chimène, c'est en dernier. Abi. En fait, on peut prendre simplement, par rapport à ta remarque, Guylaine, on prend tout simplement l'exemple des réseaux sociaux. Et donc, tous les grands masculinistes, les grands possesseurs de ces réseaux, ils font passer leurs idéaux dans ces réseaux-là. Et quand tu entends les jeunes discuter, ils sont pour le masculinisme, ils sont pour tout ce qu'eux, ils prônent. Donc, non, l'influence des jeunes passe par aussi différents outils qui les influencent et puis qui... Peut-être que j'ai trop vu le côté Europe. Parce qu'en Europe, c'est pas tout à fait comme ça. Me suis peut-être trop basée sur le côté européen. Encore que.
Je trouve que... On peut intervenir Abby. sur le Zoom aussi après. Oui, bien sûr. Je laisse la parole à ceux qui avaient déjà le micro. Oui, Alors, Abby. je ne sais pas si ça peut répondre à ta question, mais moi je pense Mets à bien ton micro, Abby, s'il te plaît. je disais que je ne sais pas si ça peut répondre à la question d'Isaline, mais l'ancienne Terry avait parlé des personnes désengagées en fait. Et j'ai envie de rebondir sur ça parce que quand on ne s'intéresse pas à la politique, et c'est exactement le cas des jeunes aux États-Unis, quand ils ne s'intéressent pas à la politique, ils sont susceptibles d'être facilement influencés par ceux qu'ils suivent sur les réseaux sociaux, influencés très facilement. Et elle avait présenté des résultats qui montraient que quand on ne s'intéressait pas à la politique, on avait tendance à s'orienter plus facilement du côté des républicains. Donc, je sais pas si Alors, ça... oui, bien sûr. Alors après Abby, je vais laisser la place à Pascal. Mais Pascal, oui, mais attends, c'est juste pour illustrer ce que Abby a dit. Attends, j'illustre juste ce que Abby dit, et après, on va prendre Sophie. Vous savez, lorsque on parlait des... Je vous posais la question, pourquoi pourquoi les républicains sont vraiment contre la politique d'Obama? Et pourquoi, quand il fallait renouveler la Chambre, parce qu'on était aux élections de mi-mandat, comment est-ce que les gens ont voté? D'accord? Et il nous est dit, je crois que c'est dans Le Monde, les Américains, à commencer par les conservateurs, ne pardonnent pas à Obama la réforme sur l'assurance maladie. Et ils disent, ce sont ces électeurs-là, les conservateurs, qui vont se mobiliser pour les élections de mi-mandat, davantage que les femmes, les jeunes et les minorités ethniques, plus favorables, eux, à la réforme de l'assurance maladie, et plus enclines à voter démocrate, mais traditionnellement moins mobilisés lors des élections de mi-mandat, 2014. Juste pour aller dans le sens que tu dis, en fait, c'est une question de mobilisation. Ils ne sont pas mobilisés. Et ce sont les conservateurs qui l'ont. Donc forcément, ce sont eux qui vont remporter. Alors, Pascal, Sophie? Sophie, Pascal? Mais toi, tu as le temps. Alors Sophie, elle a dit sur le chat, c'est aussi un travail de longue haleine depuis au moins 1989 et les démocrates ne font pas ce travail de fond. Et David et Dolly ont dit c'est exactement ça. C'est comme en France, l'extrême droite travaille beaucoup et on voit leur influence aujourd'hui. Et moi, je voulais dire simplement que par rapport à la question d'Isaline, Oui. il y a les deux courants dans les universités américaines. Toi, tu mets l'accent sur la société fédéraliste, mais il y a les antifédéralistes aussi. Oui, Donc, il y a les deux groupes, c'est comme en politique, les deux groupes sont là. Donc, et les deux travaillent avec acharnement dans pour véhiculer, pour transmettre leurs valeurs et avoir un groupe aussi qui va porter leurs valeurs. Sinon, Obama, il n'aurait jamais pu nommer aussi des juges qui prônent les valeurs progressistes et démocrates. Donc, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a vraiment, c'est polarisé dans tous les domaines, que ce soit académique ou politique ou autre. Les deux travaillent en même temps, mais comme là, c'est les républicains qui sont au pouvoir, et ben c'est tous les juges républicains et ultra-conservateurs qui sont là. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Oui, et il y a des think tanks aussi qui travaillent. Parce que vous ça. avez dit, là, sur le... C'est une think tank, la Société fédéraliste. Ben oui, donc c'est les think tanks qui sont là, ils sont là partout. Pascal? Alors, je voudrais juste rajouter un point. Il y a eu un article qui a été publié cette nuit sur le groupe, sur la génération Z, parce qu'effectivement, nous, on voit la loi du dimanche en termes de droits humains, et Parminder nous avait interpellé sur le fait qu'il y avait une question économique. Effectivement, dans la génération Z, on voit que les filles qui sont portées par le mouvement MeToo, elles ne seront pas pro-Trump, alors que les garçons... Alors, les jeunes blancs qui ont des difficultés financières, qui n'ont pas la vie aussi facile que leurs aînés, ils vont être portés par ce message de Trump qui
qui promet une Amérique grande, une Amérique prospère, et donc ils vont avoir tendance à aller justement dans cette sphère, dans cette manosphère. C'est juste ce que je voulais ajouter. Elisa? Pas Elisa, pardon. Isaline, est-ce que Isaline, ça te convient ou pas? Non, non, tu peux dire non. Je voulais. Ah, il y a quelqu'un qui veut parler. Alors, c'est Paulette sur le Zoom. Paulette. Alors, je voulais aussi rajouter à tout ce qui a été dit qu'il y a aussi une histoire. Il y a une histoire qui compte quand même, qui pèse lourd aussi dans la culture au niveau des États-Unis. Donc, il ne faut pas aussi l'oublier, cette histoire de ségrégation, etc., qui est portée aussi de façon, comment on va dire ça, maintenant, on le voit par le mouvement MAGA. Oui. Alors moi, je comprends que c'est une culture c'est la culture d'une mentalité au final. C'est quelque chose qui existe déjà depuis un moment et qui juste. Oui, c'est-à-dire que c'est exactement ce que tu dis. Il y a une tranche de la population américaine qui est insatisfaite parce que ils estiment que la liberté doit être prônée. Et pour eux, le fait de mettre des taxes, c'est une entrave. Il y a une partie de la population américaine qui estime que c'est la population noire, ethnique noire, les hispaniques, eh bien, ils prennent une trop grande place. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais une des raisons aussi pour lesquelles ils n'aimaient pas Obama, c'est parce que Obama, c'était un homme noir, mais c'était un métis. Et il était accepté aussi bien par les Noirs que par les Blancs qui n'étaient pas très à l'aise avec le problème du racisme. Et toutes ces choses-là cumulées font qu'une partie de l'Amérique se sent rejetée. Pour eux, tu ne peux plus être un blanc hétérosexuel. Voilà. Pour eux, on met trop en exergue les minorités, aussi bien raciales que sexuelles, etc. Donc, ils ne se retrouvent plus. Et comme les progressistes veulent aussi favoriser la place de la femme, donc ils ne veulent pas tout ça. D'où l'effervescence au niveau des masculinistes. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population américaine qui ne se retrouve plus. Et comme ils ne se retrouvent plus à tous les niveaux, au niveau de la économique, au niveau de la scolarité, au niveau sociétal, comme ils ne s'y retrouvent plus, alors de la famille. De la famille. De la ils ne se famille. retrouvent pas par rapport à la famille. Voilà. Comme ils ne se retrouvent plus, donc ils vont favoriser l'élection d'un homme, en la personne de Donald Trump, parce qu'ils considèrent qu'il va porter leurs valeurs. Ils ne s'intéressent pas à l'homme, ils veulent juste quelqu'un qui a du charisme pour porter leurs valeurs. C'est ce qu'ils recherchent. Donald Trump, lui, il veut bien sûr être président, mais eux, c'est ce qui les intéresse. Quelqu'un ayant du charisme qui va porter leurs idéaux. Et ils ont réussi. Mais ce que nous devons voir, c'est que, parce que nous parlons de la branche judiciaire, dans cette histoire de loi du dimanche, là, nous avons la branche judiciaire, la branche législative et la branche exécutive qui ont travaillé et qui travaillent de concert. Et nous le voyons jusqu'ici. Mais ils travaillent de concert. Pourquoi? Parce que la branche judiciaire a été prise par la nomination de ces 3 juges par Trump. Et aucun président n'avait nommé autant de juges en si peu de temps, d'autant plus. Et la branche législative est déjà acquise depuis 2014. Et d'accord, il est revenu là. Donc, c'est ça qui...
ils se sentent en danger, ils se sentent menacés. Tu voulais dire quelque chose? Est-ce que ça va pousser les gens à se remettre en question sur la notion d'égalité par rapport à Trump? Parce que Trump, enfin, c'est sûr qu'on le voit comme un dictateur, mais moi, je le vois aussi comme quelqu'un de un peu fou dans ses prises de décision, tu vois. Mais est-ce que les gens vont se remettre en question sur la notion d'égalité, qu'il y a un problème sur leur façon de penser? Je sais pas Quand si tu dis les gens, c'est qui? Les citoyens, le les citoyens, oui. 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 Voilà. Non, attends, pas le micro. En fait, je ne comprends pas pourquoi les gens... Parce que nous, on parle de ça. On essaie d'analyser un peu la situation par rapport à l'égalité. On se dit qu'il y a un problème. Mais les gens, ils ne vont pas forcément se dire qu'il y a un problème d'égalité. Ils pensent juste qu'il y a un problème avec Trump, mais pas forcément sur tout ce qu'ils pensent. Parce que peut-être qu'ils y pensent, mais ils ne se disent pas que c'est un problème de renvoyer, par exemple, les gens chez eux. Parce qu'il y a une justification derrière. Moi, je pense que les gens, ils regardent à leur sphère individuelle, pas au niveau global. Ils regardent ce que Trump peut leur apporter dans leur vie, dans leur quotidien et les promesses qu'il leur a faites. Donc, la considération de l'égalité des droits humains, etc., je ne sais pas si elle est portée par l'ensemble du peuple. Et même si elle est portée par l'ensemble du peuple, pour les personnes qui ont voté Trump, je ne pense pas que c'est ça qu'elles ont regardé. Parce que quand on lit ou on écoute les documentaires, elles regardaient à ce qu'il a dit comme promesse par rapport à leur économie, par rapport à leur travail, par rapport à la famille, etc. L'homme, et que tu dis son programme, c'est vraiment le programme économique et immigration, et etc. Abi, tu voulais... En plus de la défiance par rapport aux institutions en elles-mêmes, puisque ceux qui ne votent pas, qui ne s'engagent pas, c'est souvent aussi avec un gros poids de défiance. Et qu'effectivement, après, ils font attention qu'à leur bien propre. Non, Guylaine. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a, par exemple, dans l'Ohio, j'ai vu un reportage, ça ne fait pas si longtemps, ils sont misérables, ils sont tellement pauvres, il n'y a pratiquement pas de noirs où ils sont. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ces gens-là, finalement, qu'est-ce que Trump peut leur apporter ? Ils sont pauvres, ils n'ont aucune issue, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, ils ne bénéficient même pas par exemple pour les dents, puisque c'était un problème. Ils sont obligés d'attendre énormément de temps pour se faire réparer des dents, et encore on leur fait gratuitement, ce sont des médecins qui viennent et qui le font. Moi je ne comprends pas comment ces gens-là ne puissent pas réfléchir et se dire mais ça c'est pas pour nous, c'est pas bon pour nous. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, là j'ai du mal. Sophie sur Zoom. Attends, sur Zoom, sur Zoom. Vas-y, Sophie. C'est Sophie. Alors, je voulais répondre en deux temps aux questions. Attends. Isaline, on m'entend ou pas? Oui, on t'entend. Oui, je voulais répondre en deux temps à la question d'Isaline et de Guylaine. En fin de compte, c'est vrai que quand Isaline pose sa question, je vois quand même qu'il y a une société qui est polarisée. Certes, la majorité l'a remporté, mais il y a quand même, certes, une minorité, mais il y a quand même une minorité assez importante qui a quand même voté dans le sens de l'égalité. Ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, et que je comprends aussi que c'est pour ça qu'il y aura une loi du dimanche, c'est qu'effectivement, il y a une majorité qui va se positionner du côté de, on va dire, des inégalités. La deuxième question, par rapport à la question de Guylaine, ta question, elle me fait penser à une présentation de Terry, je crois que c'était sur la ligne Vénétinia, mais je ne suis pas sûre, où elle a présenté le décret de mort et elle a présenté des articles qui montraient que c'était dans les villes, dans les États où les taux de chômage, de suicide, de problèmes de santé, et c'était des États où souvent il y avait des Blancs, était le plus important, qu'on avait voté pour Trump, parce que ce sont des endroits aussi où l'économie a beaucoup régressé, les industries se sont délocalisées, et ça, ils vont le mettre sur le compte des démocrates, du travail du Parti démocrate. Donc forcément, ils voient en Trump quelqu'un qui est capable
de pouvoir, en tout cas, emmener une économie beaucoup plus importante, ce qui va forcément les impacter. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y avait quelqu'un d'autre sur le Zoom qui voulait parler? C'est Gaël? Gaël, c'est toi? Non, vas-y, Elisa, et puis je vais... Pour compléter ce que tu disais, Sophie, quand on regarde justement les voteurs désengagés, on voit bien cette idée de si tu n'es pas bien informé, tu vas penser de toute façon que celui qui est au pouvoir, il gère pas bien. Donc tu vas penser automatiquement que l'opposition, elle va régler le problème parce que c'est ce qu'elle promet. Tu vois que, et à tort par exemple, certaines personnes vont croire que l'annulation de Roe versus Wade, c'est Biden qui l'a signé, alors que non, mais juste parce que c'est pendant que Biden était en présidence. Donc certaines personnes vont voir, il y a ça, bah moi je vais voter le contraire. Pour les intérêts pour ce qui les intéresse, quoi. Voilà. Par rapport aux choses qui les intéressent, donc la finance, l'économie, etc. Gaël? Oui, j'ai un ami qui vit aux États-Unis et je lui posais la question, toi, c'est un noir, un entier noir. Et je lui dis, mais comment ça se fait que toi, tu sois pro-Trump? Il me dit que pour moi, financièrement, Trump, il m'apporte beaucoup. Il a voté des lois qui permettent que mes finances se portent mieux. Et parce que c'est un adventiste aussi, donc conservateur, il a dit, moi, quand les gens, on permet aux gens de dire, aux enfants, un jour t'es une fille, un jour t'es un garçon, un jour... Enfin voilà, tout ce qui va à l'encontre de la philosophie adventiste, moi je vote Trump. Donc, voilà. En fait, c'est ce que je voulais partir dans cette direction-là aussi pour vous dire. Quand vous lisez certains articles, vous voyez que la population qui a voté pour Donald Trump, ce n'est pas forcément une population lettrée, dans le sens où ce sont des personnes qui s'instruisent de ce qui se passe au niveau politique national et même pas international, parce que bon, voilà, c'est que les Américains, d'accord? Donc ils savent pas en fait. Et c'est vrai, quand Guylaine, tu regardes Donald Trump, c'est un milliardaire. Il n'a jamais connu la pauvreté, ce gars. Et pourtant, avec son charisme, il réussit à faire que des personnes pauvres s'identifient à lui. Parce que quand il parle, il dit nous. Il s'identifie aux pauvres. Et il leur fait des promesses. Et non seulement il leur fait des promesses, et c'est qu'il réalise certaines de ces promesses parce qu'il diminue les taxes pour favoriser l'embauche, etc. D'accord? Donc les gens, ils entendent ce qu'il dit, de un. De deux, vous dites, je ne comprends pas comment. Mais vous savez, si vous retournez quelques années en arrière, nous aurions voté Trump. Moi, j'ai eu une amie à mon mari qui vit aux États-Unis et qui me disait, mais il y a beaucoup d'églises adventistes qui vont voter, parce que c'était avant les élections, qui vont voter pour Donald Trump, parce qu'ils ont cette compréhension conservatrice véhiculée par Donald Trump. Comment veux-tu voter pour quelqu'un qui va favoriser le mariage des personnes de même sexe? Ce n'est pas imaginable pour un adventiste. C'est pour ça que l'ancienne Tess, quand elle nous dit que pour comprendre la loi du dimanche, il faut comprendre comment Dieu nous a conduits aussi bien en interne qu'en externe et qu'on a passé quelques minutes à développer les outils, messages que Dieu nous a donnés pour comprendre la LD, je dis oui. Parce que moi, j'aurais voté Trump. Donc, c'est très subtil, en fait, ce qui a été mis en place pour arriver à déconstruire, à construire l'Amérique qui est en train de s'élever maintenant. Et nous, en tant qu'individus, on a pris du temps à déconstruire des choses. Elisa, tu voulais parler. Johanna? Tu non? Peut-être juste le micro, il y a quelqu'un qui veut parler. Sur le Zoom, juste pour rajouter aussi à ce que tu dis, parce que tu parles du côté conservateur des idées adventistes, mais il y a aussi
la famille, la conception de la famille avec une lecture littérale que les femmes doivent être soumises à leur mari. Donc, il n'y a pas du tout cette notion d'égalité. Non. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. On l'aurait pas eu, nous. Donc, 2014, si je vous dis 2014, en quoi 2014 c'est important pour nous? On sait que c'est une loi du dimanche sur la ligne des prêtres, mais en quoi c'est une date importante dans l'histoire de la loi du dimanche 2024? En quoi c'est important? Hein? Donc, on a ici 2014. Et on a ici... non? Et alors, vous pouvez me répondre, hein, en attendant que j'essaie de faire... L'ancienne thèse nous a dit que pour que nous puissions comprendre la LD, il nous faut comprendre ce qui s'est passé en 2014, parce que 2014, c'était une loi du dimanche pour les prêtres. Mais maintenant, si on doit résumer, en fait, qu'est-ce qu'on a vu qui s'est produit à partir de 2014 qui a un impact aujourd'hui en 2024? Parce que nous disons que nous sommes dans la LD. Donc, voilà, Elisa. En fait, tous les points qui ont une importance aujourd'hui dans l'ALD, on voit leur début ou leur manifestation, leur naissance en 2014. Tous les points qu'on voit avec tout ce qu'on a évoqué, je ne me souviens plus forcément de tous, mais on voit tout leur début en 2014. Mm-hmm. Oui, pour poursuivre ce que dit Elisa, à un niveau politique, au niveau, tout le déroulement de la vie politique a déverrouillé les ficelles, les clés, j'en sais rien, pour que pour notre actualité aujourd'hui en 2024 aux États-Unis. Mm-hmm. Bon, je vais mettre politique aussi, hein. Et on a vu comment la société fédéraliste joue un rôle essentiel dans le sens où elle influence par les médias, par les universités, par les moyens financiers considérables qu'elle peut débloquer pour favoriser une politique, une idéologie conservatrice au niveau des organes politiques et au niveau de la société. Elle réussit à changer l'idéologie, l'identité au niveau des entreprises, au niveau national, mais aussi au niveau international, parce qu'elle va travailler par le biais du réseau Teneo, qui est un réseau international qui intervient au niveau des entreprises au niveau mondial. Donc, quand elle dit que la loi du dimanche n'arrive pas dans un espace vide, on voit comment depuis 2014, cet espace a été rempli
construit. D'accord? Et c'est pour ça, vraiment, quand elle dit aussi que l'adventisme ne peut pas comprendre la loi du dimanche, et ce qui est en train de faire les liens, on comprend aussi. Hein? Donc, moi, ce que je vous dirais pour conclure, c'était pas toujours facile. Il y a des parties très techniques que j'ai peut-être eu du mal à expliquer, à élaborer. Mais ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre que du présent, si ce n'est d'oublier comment Dieu nous a conduits. Mais non, mais nous n'avons rien à craindre du présent, là. Nous n'avions rien à craindre de maintenant, si ce n'est d'oublier comment Dieu nous a conduits dans le passé. Et c'est ça qui fait que parfois nous paniquons par rapport aux événements, parce que nous oublions que Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu ne va pas nous laisser sur les bas-côtés. C'est vrai que dans le mouvement, nous ne sommes pas encore arrivés à un consensus sur la date de la LD. Mais pour moi, ce qui est intéressant dans ce que nous sommes en train de vivre, c'est que le mouvement a changé d'état d'esprit. Et quand je vous dis que le mouvement a changé d'esprit, c'est que nous sommes en capacité d'écouter les avis. Vous avez vu que depuis quelques semaines, eh bien, il y a eu différentes études sur la LD. Il y a eu Terry, il y a eu Pedro, il y a eu Ariane, il y a eu Aaron, il y a eu Curtis. Hein? Ainsi, nous avançons ensemble parce que nous confrontons nos idées. Mais vous savez, les grands chercheurs, c'est comme ça qu'ils font. Hein? Il n'y a pas un consensus comme ça et puis tout le monde suit le consensus. Hein? C'est qu'on échange nos idées hein, comme ça. Mais c'est ce que nous avons fait. Mais c'est parce que le message du cri de minuit est passé par là et que Dieu nous a permis de déconstruire une façon de penser. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. Ça, c'est une force, ça. Et il y a une chose que je voulais vous dire, vous savez. Non, ça ne doit pas faire peur. Parce que vous savez, lorsque vous imposez votre opinion à quelqu'un, vous pouvez éloigner cette personne, en fait. Alors que lorsque vous restez dans l'échange, dans la discussion, vous pouvez construire ensemble. Hein? Et actuellement, dans le mouvement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. On n'a pas, la majorité d'entre nous sommes arrivés en 2019. Dina, t'es arrivée ouais. Quand, toi 2018 On n'a pas le passif et l'expérience d'avant ces années, comment ça fonctionnait. Et c'est peut-être que quand en 2000... Pardon ? Connaissance et pas vivre, c'est vraiment deux choses différentes. Mais on a connaissance parce qu'on en parle de ces années. Et avant, c'est vrai que la situation qui se passe là avec les différents speakers qui sont venus, on aurait dit, ah ben, tu n'es pas avec l'ancienne Terry. Eh ben, Aaron, c'est une vierge folle. Il est tombé de la plateforme. C'est un ivraie. Exactement, c'était ça avant. Mais c'est ça que je voulais dire. Parce qu'en fait, en 2012... Voilà. Et ça, c'était difficile à vivre. Donc, du coup, personne ne voulait vraiment exprimer, aller à la confrontation, alors que là, maintenant, on balaie tout ça. Parce que... Dans la période conservatrice, justement, puisque on découlait de l'adventisme. Et effectivement, c'est cet état d'esprit qu'il y avait dans l'adventisme. C'est-à-dire que dès l'instant, au début, quand vous êtes arrivé, quand le mouvement est arrivé en France, on nous a bien mis en garde contre ce mouvement qui est arrivé et on les a nommés, ce sont des... comment ? Non, c'est pas ça. C'était quoi ? Dès l'instant où tu prônes quelque chose d'autre que... Comment on nous a nommés là ? Comment on nous appelait ?
Non, on nous a... Oui. C'est Non, c'est pas ça. Comment? Les dissidents. Les Les dissidents. Ouais. Donc voilà, c'est le terme qu'on employait. Donc effectivement, dans le mouvement, toute cette partie d'avant 2018 et tout, c'était encore une partie conservatrice. Donc forcément, il y avait les mêmes. En disant ça, tu me fais penser aussi. C'est-à-dire que en France aussi, à l'époque, on n'avait pas ce qu'on vit au niveau du mouvement de façon mondiale, là, les 5 speakers qui passent. En France, ces discussions-là, c'était au niveau de la direction. De Jeff, voilà, c'est vraiment la direction. Et en France, les autres ministères, ils n'étaient pas forcément impliqués. Alors que là, maintenant, ce qui est un peu un changement et qui peut être déconcertant pour les gens, c'est que chaque membre aussi suit le développement. Alors qu'à l'époque, ça se passait au niveau, on va dire entre guillemets les grands chefs, et après on avait la newsletter de Jeff qui expliquait, et puis on suivait. Sauf que maintenant, comme on n'a pas été habitué à ça, et puis c'est pas dans la culture de la France aussi, ou de l'Europe, de se batailler sur les idées, maintenant, vu que nous, on est aussi impliqués dedans, certains membres sont effarouchés ou bien déconcertés, ou disent, voilà, qu'est-ce qui se passe, ils ne comprennent pas vraiment. Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte. Il y a quelqu'un qui veut parler sur le Zoom, je crois. Mais après tout, si on repart sur la ligne des millérites, c'était exactement ce qui se passait. Parce que quand Miller venait à présenter une étude, Snow a présenté autre chose. C'était ce débat-là qu'il y avait sur la compréhension du message sur la venue de Jésus. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, je disais que si on retourne en 2012, lorsque l'ancien parlementaire il comprend que 2014, c'est une LD, on a vu comment ça s'est passé. C'était difficile d'accepter son message. D'accord? La fixation du temps, ce n'était pas un message facile. Hein? Alors, 2014, une LD, on ne comprend pas. Déjà, il est dit qu'on ne doit pas prédire le temps, déjà. Ensuite, on dit que c'est une LD, alors que dans notre tête, on ne voit pas du tout de LD. Puisque pour nous, LD, c'est sabbat versus dimanche, et il n'y a rien. Et puis, bon, on voit pas ce qui se passe. Mais, oui, les fractales sont en 2017, donc on ne pouvait pas comprendre. C'est pour ça que c'est important pour nous, dans notre cheminement, je comprends, en tout cas pour moi, c'est important de le faire. C'est important régulièrement pour moi de voir les différents outils, et je rajoute message comme vous dites, qui m'ont permis, moi et vous, j'espère, d'accepter et de comprendre ce message-là. Mais il est clair que notre cerveau, il a besoin de certitude. C'est comme ça que nous fonctionnons, en fait. Il ne faut pas oublier que ça, c'est le système 1. Le système 1, tout de suite, il va s'arrêter. Il faut que tu me donnes la vérité là tout de suite. Le système 1. Mais maintenant, avec la nature de l'homme, nous comprenons qu'il y a le système 2. Et le système 2, il fait quoi? Le système 2, il compare, il raisonne, il réfléchit, il analyse. Et ça prend du temps. Donc, il ne faut pas qu'on soit inquiet. Il faut juste dire qu'on est dans le développement de quelque chose. Et on est à Boston et qu'on va arriver. On va arriver à Boston, Boston, Concorde, Exeter, test. Voilà, on
on voit une progression en fait. C'est ça qu'il faut qu'on voit. Voilà. Le message est en train de se développer. Là, on est dans un décèlement de quelque chose et au fur et à mesure, le message va se développer. D'accord? Oui, oui, voilà. Parce que effectivement, comme pour le parler du dragon, parce qu'on le place à un moment donné, mais c'est au fur et à mesure qu'on va voir à quel point le parler du dragon se développe. En quoi ça consiste réellement, ce parler du dragon? On ne le voit pas tout de suite là, mais au fur et à mesure, les choses vont se développer et on va le comprendre. Et je voulais vous dire, partager avec vous, que pour moi, le moment que nous sommes en train de vivre est un moment vraiment... c'est une période passionnante de l'histoire de l'humanité. C'est une période passionnante au niveau du mouvement déjà, parce que nous voyons l'accomplissement des événements prophétiques, concrètement, chaque jour, devant nous. Moi, je trouve ça passionnant, bien que ce soit effrayant, mais c'est quand même passionnant. Je trouve que c'est passionnant aussi en tant qu'individu et en tant que groupe. Pourquoi? Parce que beaucoup de mes croyances, beaucoup de nos croyances, beaucoup de nos acquis s'effondrent en fait. Et ça me fait penser à Madame White qui dit « Nous avons beaucoup plus à désapprendre qu'à apprendre. » Parce que nous, en tant qu'humains, nous pensons toujours que nous savons tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous montre « Mais en fait, tu sais rien, c'est moi qui gère. » Et là, c'est pour ça que je vous dis, nous n'avons rien à craindre de l'avenir. Et selon moi, nous devrions nous sommes invités de ce fait à l'humilité, en fait. L'humilité en tant que personne, mais l'humilité aussi en tant que groupe. Et cette humilité doit m'amener à chercher à comprendre quelles sont mes motivations. Qui je suis dans mon être intérieur là, qui je suis réellement. Et ceci vraiment pour moi, pour nous, mais en tant que groupe. Parce que j'ai une identité moi personnelle, mais nous avons une identité en tant que groupe. Et je pense que c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Que rien n'est acquis. Dieu développe au fur et à mesure le message et il nous faut rester ouverts à la discussion, à l'échange avec l'autre et comprendre que tant que nous ne sommes pas arrivés à la FTG, eh bien, il y a de l'espoir. Restons attentifs à l'autre, à son message, à ce qu'il est et comprenons que notre message, c'est quand même le message de l'égalité. Et dans le message de l'égalité, il y a la notion d'empathie qui intervient. Et celui qui fait preuve de plus d'empathie, je crois que c'est Jésus. Il l'a fait envers chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Et il continue encore de le faire. Qu'il continue? Ah oui, l'échange, oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça que je disais faire preuve d'identité et écouter les autres. Oui, parce que tu disais notre identité personnelle, mais en tant que groupe, mais cette identité de groupe aussi, elle passe aussi par ce qu'on croit et aussi peut-être nos questionnements, nos remarques, nos doutes. Il ne faut pas qu'on... Là, moi, je suis agréablement surprise de voir la spontanéité avec laquelle les membres se discutent. Prennent le micro, échangent, et je trouve ça super. Donc ça aussi, c'est notre identité de groupe, de pouvoir s'exprimer, échanger, partager, avoir des désaccords, être en accord ou pas, mais avancer toujours dans cette mouvance de progression. Oui, si je rebondis, c'est parce que, si tu veux, dans la mentalité que nous avions avant, c'est qu'à partir du moment où tu émets un avis différent du mien, c'est que tu es descendu de la plateforme. C'était... Où tu attaques l'autre, voilà. On avait cette idée-là.
Et on l'a véhiculé dans le mouvement, il ne faut pas le nier, on l'a véhiculé. Mais Dieu nous a rattrapés et fait comprendre que non, ce n'est pas lui ça en réalité. Lui, il ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, il aurait détruit Adam et Ève dès le départ, puisque bon, voilà, non, il ne fonctionne pas comme ça. On échange, on s'écoute, on partage, et on arrive à trouver un consensus, et on avance ensemble. En tout cas, Mais tu dis Adam et Ève, Muriel, mais c'est dès Lucifer. Oui, bien sûr, je restais sur la terre. Merci, Paulette. En tout cas, merci de vos échanges et que nous puissions vraiment pas craindre le futur, mais avoir confiance que Dieu nous guide et que l'œuvre, comme je disais, que l'œuvre de transformation qu'il a commencé à opérer en chacun de nous, eh bien, il va l'amener à son terme. Prions. Encore une fois, Seigneur, je veux te remercier pour ce moment que nous avons partagé. Ce sont des sujets qui sont souvent complexes parce que nous parlons d'aspects politiques que nous ne connaissons pas forcément dans le détail, qui sont complexes, oui. Mais tu nous invites à regarder à ces différents thèmes afin de mieux comprendre le développement de la loi du dimanche. Nous comprenons que nous sommes arrivés à cette balise et que tu dévoiles au fur et à mesure la façon dont la loi du dimanche se développe et en quoi cela consiste réellement. Nous te remercions pour toute la lumière que tu nous accordes et que tu continueras de nous accorder. Nous te prions de fortifier notre foi. Fortifie chacun, chacune, chaque famille que nous représentons, aussi bien en présentiel devant toi que sur le Zoom, Seigneur. Fortifie aussi les membres du mouvement, que nous n'ayons aucune crainte, que c'est toi qui diriges. La ligne de réforme est là pour nous rappeler que tu rassembles ton peuple, c'est ta main qui rassemble ton peuple, alors que nous n'ayons aucune crainte. Seigneur, donne-nous de passer une excellente fin de moment avec ceux qui sont ici et que ceux qui sont sur Zoom passent un agréable sabbat. Permets que nous puissions nous retrouver prochainement pour continuer à étudier, pour continuer à partager ensemble, que vraiment chacun se sente libre de partager, que nous ayons du respect les uns envers les autres pour apprendre à nous écouter et que ce soit au cours de chacune de nos rencontres une opportunité pour grandir ensemble. Je te remercie Seigneur et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Thank you.